D'abord, je raconte mon histoire de vie, un bout d'histoire de vie des débuts de ma vie. Je dirais que je suis le fruit, le descendant d'une union entre un homme de Québec et une femme de la Gaspésie, ma mère. Euh, Mon père l'a connu, j'appelle ça sur une job, sur un chantier. Mon père était un temps homme, j'appelais arpenteur, mais en fait, il n'a jamais fait un cours d'arpenteur à l'université. Il a appris sur le tas. Homme d'instrument, c'est-à-dire que celui qui manipulait la lunette là, pour prendre les mesures sur les chantiers de construction. Donc, il est allé 2 étés en Gaspésie sur un chantier de construction de route. En fait, l'élargissement de la route, celle qui fait le circuit de la Gaspésie. Et puis, une autre année, il est allé sur le pont de la rivière Méchin. À Méchin, donc c'est connu par les chantiers Véro. Mais ma mère, elle, est originaire d'un bled inconnu. Quand je mentionne Saint-Paul-des-Capucins, personne ne connaît ça. Tu ne connais pas ça sûrement, toi, Frédéric. C'est situé entre les Méchins et Capcha. Ouais, ça avait quelques centaines d'habitants à l'époque. Il y avait même une église à un temps, puis un curé résident dans le temps qu'il y avait, il y avait bien du monde pour peupler les églises. Donc, ils sont connus là. C'est mon père qui l'a courtisé. Ça a l'air même qu'il a achalé un peu, parce qu'elle avait un prétendant local, le futur maire de la place, mais elle ne l'aimait pas. Elle est enseignante. À l'époque, elle a commencé dans ce temps-là à enseigner à 16-17 ans. Elle avait fait une 9e année chez les sœurs ici à Québec. Et puis, elle était retournée d'abord au Méchin. Elle a enseigné d'abord au Méchin, puis ensuite de ça, à Capucin, une école de rang. Il y en avait 2 dans la paroisse, là, des écoles multiniveaux. Tu avais jusqu'à la 7e année, je pense. 6 ou 7e année, dans la même classe. Là. Elle avait 16-17 ans, puis elle avait des élèves qui avaient à peu près le même âge. Là. Il doublait souvent à cet âge-là. Il allait à l'école quand il pouvait. Des fois, il allait à la pêche, des fois, il allait dans les chantiers. Puis, il allait quelques mois par année à l'école. Ça fait que il faisait du 2 dans un. Ça leur prenait 2 ans pour faire un niveau bien encore. Donc, mais elle m'a dit elle me disait qu'elle n'avait pas tellement eu de difficultés quand même avec les grands. Là. Elle réussissait à garder une certaine autorité. Fait que, ils se sont connus là, une première année. Je ne sais pas trop si c'était fréquenté beaucoup, mais la 2e année, ils sont fréquentés davantage. Une anecdote que André aime raconter, que ma mère contait. En élargissant le chemin, il y avait la maison. Ma mère, elle restait en face de ses grands-parents maternels, sur le bord de la mer. Puis les autres étaient de l'autre côté de la route, un peu vers l'intérieur, mais à peine vers l'intérieur, parce qu'ils cultivaient aussi les basses terres, mais c'était pas des grands champs, parce qu'il y avait tout de suite la montagne pas loin. Donc, en élargissant la route, ben, il fallait qu'il tire sa ligne, là, comment dire, pour... ça se trouve à couper dans la plate-bande de la grand-mère, qui avait des fleurs pratiquement jusqu'au bord du chemin. Fait que là, quand il s'est installé là, puis sans faire attention, puis ça demandait permission, la grand-mère est sortie, puis elle est allée engueuler parce qu'il était là qui piétinait dans ses fleurs. Fait que, puis là, mon père, il aurait dit, comme provoqué, un gars de la ville, ça a l'air qu'il disait, c'est ça les gars de la ville, tu sais, ça n'a pas de respect. Avez-vous une fille à me présenter? Elle dit, oui, j'en ai, mais je ne les présenterai jamais. Finalement, ils sont quand même, comme il restait en face, il travaillait, il l'a connu, puis il a commencé à se fréquenter, puis on a décidé, ils se sont mariés la 2e année, donc en 1939. Ils se sont mariés. Et puis, ils sont partis à Roberval. C'est là que je suis né. Sur un autre contrat. Un contrat de chemin encore.
le silence de Roberval, là, qui va jusqu'à la ville de Roberval. Après ça, si on continue, on va jusqu'à Mastéouetche, Pointe-Bleue, sur le bord du lac. Donc, là, il y a là, pratiquement un an. C'est là que je suis né, en juillet, mois de juillet 1940. Et on est resté là 8-9 mois, je m'en souviens pas, évidemment. Là, mon père était assez dommage parce que même avant ces chantiers-là, il avait travaillé avec des cris au nord du lac Chibougamau, toujours dans l'arpentage. Puis ça me rapproche de Rémi Savard parce que son père, Rémi Savard, lui, il était arpenteur, là, diplômé, et il avait travaillé aussi dans le nord à faire de l'arpentage. J'ai des photos de ça qu'on pourrait montrer. Quand il était avec les cris, avec les campements. C'est des cris qui tenaient le campement. Il y avait comme une famille, en tout cas un homme, une femme. Je pense pas qu'il y a des enfants sur la photo. Et puis il y a des traîneaux à chiens, puis il y a des tentes. Mon père racontait que il faisait tellement froid comme les moins 40, là, si on avait dans notre attelage de chiens juste un chien un poilera, puis il est mort de froid. Il est mort gelé. Donc, mon père, c'était un peu, de toute façon, un aventurier. En tout cas, il y avait peut-être qu'à ce moment-là, pendant la période de crise, il n'avait pas trop le choix des emplois. Il fallait peut-être s'expatrier, aller travailler dans différentes régions. Bon, est-ce que ce goût d'aventure m'a été transmis? Peut-être. Mais il n'en parlait pas. Il n'en a jamais vraiment parlé, sauf quand, à un moment donné, on a découvert ces photos-là, il nous en parlait. Il ne nous en parlait pas. Mais peut-être que ça m'a amené au scoutisme aussi, mais on y reviendra plus tard, là. Mais, donc, après, je pense, 9 mois de résidence là-bas, où j'avais 9 mois plutôt, mais je pense qu'ils ont été pratiquement une année. J'avais 9 mois quand là, c'était pendant la guerre. Il y avait l'industrie de guerre qui était l'Alcan, la compagnie Aluminium Company of Canada, qui était à Arvida et qui embauchait énormément parce que c'était un matériau stratégique, l'aluminium, entre autres pour dans les avions, par exemple, les composantes pour les ailes, des fuselages des avions. Donc, ils ont, à l'usine, à ce moment-là, connu sa main-d'œuvre maximale. Là, c'est jusqu'à 8000 employés à l'usine. Fait qu'il y avait de l'ouvrage, là. Lui, il avait terminé son chantier à Roberval. Et là, il s'est engagé pour l'Alcan. Et puis, on a déménagé d'abord à Kenegami. Ça fait partie maintenant du grande ville de Saguenay, mais à ce moment-là, c'était une ville à part, avec Jonquière et Arvida. À un moment donné, ces trois-là ont fusionné aussi. Ça s'appelait Jonquière. Mais ça, c'est après que je sois parti. Mais donc, il est resté à Kenegami, travaillé à l'Alcan. Il a déménagé une petite ville qui s'appelle Rivière-du-Moulin, qui est sur le bord de la rivière de ce nom. Et de là, il allait prendre le train à la gare qui était pas loin, là, au bout de la promenade. Et puis, il prenait le train pour aller travailler à l'Alcan. Donc, on est resté là peut-être 8 ans, là, jusqu'à j'ai 10 ans. C'est là que j'ai pris conscience de la vie, à ce moment-là, à Rivière-du-Moulin. Je sais pas, comme à 5 ans, je me souviens, on faisait des excursions le long de la rivière et des pique-niques. Là, quand il faisait très chaud, on allait se baigner dans la rivière. Il y avait comme des petits bassins naturels, des rochers, là, qui faisaient une cuvette. Là, quand tu à 5 ans, tu ne pouvais pas nager dans la rivière, là. Donc, on se baignait là-dedans pour faire des pique-niques. L'hiver, on allait, il y avait des petites pentes de ski. On allait en ski. Donc, à 10 ans, là, mon père avait laissé l'Alcan un peu avant. Peut-être, je sais pas, je suis né en 40, peut-être dans 48, une couple d'années avant, il avait laissé l'Alcan pour s'ouvrir, ben pas s'ouvrir parce qu'il existait déjà, mais louer un petit restaurant comptoir lunch, là, tu sais, hot dog, hamburger, frites, dans le genre. Et puis, parce que, dans le fond, mon père, il n'aimait pas le travail en usine plus que ça. Tu sais, comme je te disais, c'est un travailleur saisonnier qui travaillait des heures variables, puis travaillait de 8 à 4, puis de 4 à 8, parce que c'était ce qu'on appelait des chiffres à l'époque, là. Donc, puis minuit à 8, là, il faisait le cycle, une semaine, là. Donc, il se sentait plus libre, là, travailler à 16 heures, même s'il travaillait plus d'heures, là. Et puis,
à peu près 2 ans. Puis là, il y a eu l'occasion de louer quelque chose de mieux qui était à Arvida. Arvida, c'était une ville un peu modèle sur le plan de l'aménagement urbain. Donc, ça a fait un plan, ça a été construit dans les années 20. Ça a été opératoire en 27, je pense. Et puis, ça a été construit avec un plan d'urbanisme déjà. Et là-dedans, on avait intégré des loisirs. Une aréna, un centre avec salle de quilles, curling, salle de danse. Il y avait même une salle pour la fanfare d'Arvida qui était assez réputée dans la région. Et il y avait un restaurant. Et mon père avait postulé, puis il a eu le contrat du restaurant. Donc, il a continué son travail de restaurateur. Il travaillait. Mon père, j'ai pratiquement jamais pris de vacances, là. Il travaillait 7 jours par semaine. Commençait à 7 heures le matin, souvent il finissait à 1 heure, ça fermait à 1 heure. Et puis, un temps, ma mère aussi a travaillé avec lui parce qu'il faisait aussi, aujourd'hui on appelle ça traiteur, il faisait des repas pour des noces ou des fêtes d'anniversaire, de 40, 50e anniversaire de mariage, etc., dans la grande salle de danse. Ça fait que ma mère, elle faisait ça chez sur la cuisinière, là, elle présentait des repas, je sais pas, jusqu'à une centaine de personnes. Peut-être, comme toujours, de la dinde, faisait cuire une ou deux grosses dindes, là, puis on dépassait ça, et ainsi de suite. En plus de ça, lié, associé au restaurant, ça s'appelait le foyer des loisirs au début, après ça, ou le centre de récréation plutôt, puis après ça, le foyer des loisirs. Ça changeait de nom, mais associé à ça, il y avait la location aussi d'un restaurant sur la plage qui était la propriété de l'Alcan. Parce que le centre de récréation, c'est la propriété de l'Alcan. C'était géré par un employé de l'Alcan. Mais à l'époque, dans les années 50, l'Alcan, c'était une ville de compagnie. L'Alcan était propriétaire de la grande majorité des maisons qu'elle avait fait construire pour ses ouvriers. Plus tard, ça a été vendu. Maintenant, c'est des propriétés privées, mais à l'époque, à part certaines maisons qui avaient été construites plus tard en dehors des plans de la compagnie, mais c'était toutes des maisons pareilles, hein, des quartiers. Toutes des maisons du même modèle ou à peu près, avec une variante. Là, mais des fois, il y a eu toutes des maisons unifamiliales, des petites maisons. D'ailleurs, André, mon épouse, elle a vécu, elle a déménagé à Arvida la même année que moi, puis elle a vécu là aussi jusqu'au temps qu'on se marie dans cette petite maison-là. Là. Il y avait 3 pièces au premier étage, puis il y avait 2 pièces au deuxième étage, 2 chambres. Donc, ils appelaient ça des wartime. C'est des maisons qui étaient construites dans le temps de la guerre très, très rapidement, avec un procédé de construction. Il y avait même un chemin de fer, un genre un rail qui amenait tous les matériaux partis préfabriqués, puis ils montaient une maison dans quelques jours. Là. Comme ça, il fallait, il y avait des milliers d'employés à loger. Il y avait aussi des logements collectifs, là. Mais parce qu'il y avait aussi, je ne sais pas si c'était un bataillon, un escadron qui était basé à Arvida, comme c'était une ville industrielle. On avait peur à un moment donné des attaques allemandes. Ils sont jamais venus en avion traverser l'Atlantique, mais on a eu peur parce qu'il y avait des canons. Je me souviens, il y avait des tourelles avec des guérites puis des petits canons légers qui étaient autour de l'usine en cas d'attaque. Il n'y en a jamais eu. Donc, il y avait un bataillon. Donc, il y avait aussi des grandes bâtisses qui avaient été construites pour loger les militaires à cette époque-là. Par la suite, quand les militaires sont partis, c'est devenu des écoles. Moi, je suis allé à l'école Arvida. J'ai fait mon primaire à Chicoutimi, quand on est resté à Rivière-du-Moulin, à l'école apostolique. C'est une école privée pour supposé t'amener au séminaire, puis après ça, à la vocation, à la prêtrise. Donc, j'avais fait mon primaire à l'école apostolique à Chicoutimi. Puis j'étais une année pensionnaire parce que j'ai quitté en 51. Avant ça, on était externe, on prenait l'autobus, puis on montait la côte. On était juste... L'école apostolique, c'était sur un buton en haut de la rivière. Mais comme il y avait... On ne pouvait pas y aller à pied parce qu'il y avait exploité une carrière de sable, ce qui fait que c'était très à pic. Donc, il fallait prendre l'autobus, faire un grand tour de plusieurs kilomètres pour aller à l'école apostolique. Alors qu'à pied, on aurait pu le faire. Peut-être plus vieux aussi. Mais s'il y avait organisé un ascenseur ou des escaliers. Donc, j'ai fait mon cours primaire en 5 ans. Là, j'ai terminé en 51, la dernière année pensionnaire.
quand on parle des pensionnats indiens, puis on dit comment ça se passait les pensionnats indiens, ben, je trouve que, sauf la différence culturelle, là, puis l'obligation de parler une autre langue que la tienne, le français, en l'occurrence ici, mais l'anglais ailleurs dans l'Ouest, etc. Les conditions des pensionnats ressemblaient beaucoup à ce qu'on peut lire de tout ce qui s'écrit maintenant sur les pensionnats indiens. Donc, après ça, rendu à Arvida, deuxième année, j'ai commencé mon cours classique. On donnait quatre premières années du cours classique à Arvida. C'était des frères de l'instruction chrétienne qui donnaient cet enseignement-là. Et puis ensuite de ça, après la versification, il fallait choisir entre le séminaire de Chicoutimi ou le collège classique de Jonquière qui venait d'être fondé l'année précédente. Fait que la classe s'est divisée à peu près moitié-moitié. Je sais pas, on n'est pas une grosse promotion, on était peut-être une douzaine. Comme moi, ben, peut-être que mes parents m'ont influencé, je sais pas trop, mais je pense que aussi déjà, j'avais 14 ans à l'époque, je trouvais que j'avais plus confiance à une institution qui était pas centenaire à l'époque, ça a été fondé au séminaire des années 1870. Là. On est en 1954. 55. J'avais choisi le séminaire de Chicoutimi. Donc, encore là, prendre l'autobus d'Arvida, l'autobus partait de Jonquière, faisait le grand tour, prenait 1 heure, ramasser les étudiants cours de route, puis aller jusqu'au séminaire, puis le soir, c'était la même chose. Mais à cette époque-là, on allait à l'école longtemps. Hein? Pas comme aujourd'hui, on partait à 7 heures du matin, puis on revenait à 7 heures le soir. On commençait à 8 heures au séminaire jusqu'à midi. Il y avait 1 heure d'études avant le dîner, après ça, de 1 heure jusqu'à 6 heures, 5h30, 6 heures, je crois. Il y avait 1 heure d'études aussi avant, puis là, on prenait l'autobus. On aurait pu être pensionnaire parce que des gens d'Arvida qui étaient pensionnaires. Ça, généralement, c'est les gens qui étaient éloignés, ceux qui venaient du Lac-Saint-Jean, là, qui étaient pensionnaires au séminaire. Bon, au séminaire, j'aurais bien des aventures à raconter, mais j'ai fait pas mal de sport. Là. On a peut-être un jeu qui est très peu connu qu'on appelait le petit hockey. On faisait une petite patinoire avec des bandes en neige. On prenait des panneaux, on se foulait à la neige, puis faisait des murs sur des pets. Petite patinoire qu'il fallait construire soi-même, qu'il fallait arroser soi-même, fabriquer les filets. Ça se jouait avec une balle de tennis. Ça, c'est assez original. J'ai jamais vu ça. Il y avait aussi la balle au mur. Là. Je sais pas si y a encore au grand séminaire, il y avait des grands murs en bois. Là. Je sais pas si ça existe toujours à côté du grand séminaire. C'était pas joué très populaire, ça, chez les séminaristes. On avait des photos où ils jouaient en soutane, où les abbés en soutane. On jouait des fois contre les prêtres qui jouaient en soutane. Mais ça se jouait avec une palette de bois. Mais nous autres, on avait... la vraie balle au mur, ça se joue à la main. Hein. Fait que, on a appris, avec un copain de mes amis de l'époque, Yvan Gagnon, on jouait à la main contre les gens qui jouaient avec des palettes de bois. Il fallait évidemment être ambidex. Quand tu jouais à la main, il fallait être capable de... Bon, j'ai jamais été complètement gaucher, mais assez habile de la gauche aussi. Puis une fois, on a eu un défi des plus jeunes là, de jouer... on est en équipe de 2, là, 2 jeunes avec les palettes, puis nous autres à la main, puis on a gagné le tournoi. Là. Pas le tournoi, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, on a gagné la compétition. Sinon, j'ai joué du hockey un temps pour l'équipe de hockey. D'abord intramural, là, puis ensuite de ça, j'avais été sélectionné comme gardien pour jouer dans l'intercollégial, sauf que j'ai eu une blessure. À l'époque, on ne portait pas de masque. J'ai eu une blessure. J'ai encore une cicatrice ici. J'ai eu une blessure en plein front. Je cherchais la rondelle, mais c'est arrivé en plein front. Fait que là, ça a mis fin temporairement à ma carrière de joueur de hockey. J'ai joué aussi à ce moment-là au football, un petit peu au séminaire, mais c'était pas mais surtout dans la ligue régionale. Là. D'abord touch football, là, suite de ça, football avec équipement. Là, je me suis cassé un poignet. Mais j'ai continué à jouer pareil. Je me suis mis un plâtre la semaine suivante. J'étais déjà sur le terrain en train de jouer. Donc,
Bon, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de natation. J'étais instructeur de natation à la Croix-Rouge, là. J'ai eu mon diplôme. Je n'ai pas enseigné beaucoup, mais c'était pour se surveiller la plage, parce qu'il y avait, à la plage de Chipcha, mon père avait un restaurant. Il y avait des gardiens qu'il fallait qu'ils soient des diplômés de la Croix-Rouge. C'était des gens qui venaient de Montréal, parce qu'il n'y en avait pas dans la région à l'époque. Puis au moment où j'ai eu mon diplôme, ben, on dit ton père dans le restaurant. Parce qu'avant ça, il ne trouvait personne. Puis là, comme cette année-là, on était trois, puis il a fait d'année. Ton père a déjà le restaurant, tu sais, on t'engage pas. Fait que, après ça, j'ai enseigné un peu dans une piscine à Arvida, là, mais j'étais responsable du terrain de jeu aussi une année, mais j'ai fait beaucoup de ski aussi. J'étais président du club de ski du séminaire. On avait un petit centre de ski pas très loin. Donc le jeudi après-midi, qui était ou le jeudi toute la journée dépendant. Ouais, quand je disais qu'on était, on était à l'école 8 heures par jour au moins. Mais en plus de ça, on avait congé juste le jeudi après-midi normalement. De temps en temps, lors d'un férié, on avait le jeudi toute la journée, mais le samedi aussi, on avait l'école le samedi, donc 5 jours et demi par semaine. Quand je vois ici les élèves qui vont à l'école à peu près 5 heures par jour, de 9 heures à midi, puis de 1 heure à 3 heures ou 4 heures, dépendant des autobus. Et puis, c'est de ne pas avoir de devoirs. Il y avait justement récemment une espèce de dispute dans le soleil au sujet est-ce qu'on doit avoir des devoirs pour les enfants ou pas. Il y a des thèses, là. Quand j'étais président du comité de parents ici à l'école, comité d'école, plutôt, j'étais sur le comité de parents. Comité d'école, c'est local. Comité de parents, c'est régional. C'est la commission scolaire. J'entendais des enseignants dire on essaie autant que possible de ne pas leur donner de devoirs. C'est pas surprenant qu'il y a des grosses lacunes dans toutes sortes de domaines, dans l'enseignement du français en particulier. Donc, pour revenir, là je t'ai fait une digression, mais pour revenir à l'histoire du séminaire, tout ça se termine en 1960, lors de la graduation. Lors de la prise de ruban, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, probablement pas, on va dire pour les Français en tout cas. La prise de ruban, c'est quand tu annonces la profession que tu veux prendre, où tu vas aller à l'université. C'est là que j'avais choisi les Pères Blancs. Il s'agit de parler de ma vocation religieuse, ce qui est le cas d'un certain nombre d'anthropologues, dont quelques-uns au département qui sont allés en religion, comme on dit, ou en communauté. Donc, j'ai choisi d'aller chez les Pères Blancs. On était au séminaire, quelques-uns quand même, je n'étais pas le seul, on était 5 ou 6. Mais ce n'est pas tous ceux qui avaient choisi qui se sont rendus. Il y en a 2, je pense, qui ne sont jamais allés. Bon, on était 4 ou 5 à avoir été au noviciat, parce que les Pères Blancs, ça se fait comme en 2 parties. Il y a une première année qui est une année de vocation, si on peut dire, pour découvrir si on a vraiment... c'est notre vocation d'être missionnaire. Parce que les Pères Blancs, en fait, c'est le vrai nom, c'est missionnaires d'Afrique. Donc, les missions sont consacrées uniquement aux pays d'Afrique, puis certains pays d'Afrique, surtout les pays de l'Est africain, les pays anglophones. Donc, il y avait la question, il fallait... Bon, si tu ne comprenais pas l'anglais ou si tu ne parlais pas anglais, il fallait l'apprendre aussi pendant ta période de formation. Donc, il y avait une première année, une formation qu'on appelle un noviciat. Quand il n'y a pas de cours de théologie, rien. Il y a de la spiritualité, puis il y a de l'introspection, puis il y a surtout une période d'1 mois, là, on appelle les exercices de Saint-Ignace, sur lequel je reviendrai. Mais la raison de ma vocation, ce qui intéresse Frédéric, évidemment, c'est peut-être difficile à travers toutes les influences, mais comme j'avais déjà mentionné dans le portrait d'anthropologue, moi, ce que je vois, c'est les visites des missionnaires Pères Blancs qui venaient à l'école apostolique à chaque année. Il y a un missionnaire qui venait,
qui parlaient un peu la langue, qui avaient un objet ou deux. Je me souviens un qui avait une espèce de chasse-mouche qui est fait avec une queue de vache de chef. Et il passait des films et il nous parlait des missions. Moi, je pense que ça m'a beaucoup frappé mon imaginaire. Je sais que ma mère, sans faire de pression plus que ça, voulait avoir un prêtre dans sa famille. On était trois, moi j'étais l'aîné. On était trois qui se suivaient. Mon frère Gaston, il avait presque pas tout à fait 2 ans, 1 an et demi de différence avec moi, puis Gérald, le troisième, qui avait aussi à peu près la même distance. Donc, ma mère a eu trois enfants rapprochés en 5 ans. Mais elle a eu une grossesse extra-utérine, est allée à l'hôpital, on a enlevé un ovaire, après ça, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Pas parce qu'il y avait des moyens contraceptifs, c'est parce que peut-être que l'autre ovaire n'était pas fertile, en tout cas. Donc, on était 3 enfants, 3 garçons à Rivière-du-Moulin. Le dernier, Gérald, il s'est fait tuer dans un accident routier juste en face de la maison, sur les yeux de mon frère, par un camion militaire. C'est surplus de l'armée qui était utilisé par les municipalités un peu à tout faire. C'était un camion militaire. Il y avait une tourelle dans le toit, comme pour mettre un pistolet mitrailleur, etc. Puis je me demande même si la conduite n'était pas à droite, je crois, parce que ça venait d'Angleterre. En tout cas, donc on était 2 quand on est déménagé. Et c'est arrivé juste avant, en 1950, juste avant qu'on déménage à Orida. Donc, ma mère voulait que... Inconsciemment, elle encourageait la piété, la prière, puis les exercices religieux, aller à la messe, et ainsi de suite. Puis, bon, l'entendre parler des prêtres, là, c'était un idéal. Là. Fait que probablement que ça a joué aussi. Sans qu'elle ait jamais dit tu devrais faire un prêtre, elle n'a jamais dit ça, mais je sentais bien que ça serait... D'ailleurs, lors de la prise de ruban, les parents assistent, là, c'était dans la grande salle académique, et puis lors de la prise de ruban, mes parents étaient là. Donc, bon, je pense que j'avais l'esprit missionnaire. J'ai toujours aimé me dépenser pour les autres. Je pense que je suis généreux un peu de nature, de ma personne, puis même de mon argent, de mes biens. Moi, je ne suis pas attaché tellement à ces choses-là. Donc, s'il y avait peut-être plus que la religion, c'était une espèce d'esprit de dévouement pour participer, parce qu'on nous mettait ça dans la tête. Il fallait évidemment convertir, mais développer, aider, les instruire, leur apprendre des métiers pour que le pays se développe, pour la région où les missionnaires pouvaient œuvrer. Donc, c'est un peu de mélange tout ça. Puis là, je réfléchis à chaud parce qu'on en a déjà parlé il y a longtemps, mais depuis, pour moi, c'est des choses du passé. Puis, quoi que de temps en temps, si j'étais resté missionnaire, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Est-ce que je serais mort du paludisme en Afrique? Est-ce que j'aurais été assassiné comme il est arrivé au Rwanda? Parce qu'au Rwanda, il y avait des Pères blancs aussi, des Sœurs blanches aussi, missionnaires d'Afrique. Ou autres avatars de toutes sortes, maladies, usures, etc. Ou est-ce que je serais à la retraite, là, dans une maison de retraite comme il existe à Québec, les Pères blancs, par exemple, qui existent aussi ailleurs, dans la région de Montréal, en tout cas. Là, c'est des hypothèses, mais je n'y pense pas tellement. Pour moi, c'est du passé. Quoi qu'il en soit, j'ai été au noviciat pendant 9 mois. Et sur les 5, je crois, qui sont rendus là-bas, les 4 autres sont partis avant moi. J'étais le dernier de la promotion du séminaire de Chicoutimi. Et puis, sur les 45, je pense qu'on était novices. Il en restait après, quand je suis parti, il en restait 12 ou 13. Et j'ai su par la suite, quelqu'un que j'ai rencontré qui lui a été ordonné, il avait été ordonné 5. Vous voyez, les catombes, les vocations religieuses, à l'époque, c'est la période de transition, là. C'est là où on commence à remettre en question la religion. Tu sais, il arrive, donc c'est en 60, 61. Il arrive après ça la Révolution tranquille et ainsi de suite. Puis là,
commence à mettre l'Église à sa juste place. Et les institutions sont prises en charge comme les hôpitaux, par exemple, ou les écoles, progressivement par des laïcs. Alors que, évidemment, dans toutes ces institutions-là, c'était des religieux uniquement, ou en grande partie. Au séminaire, la grande majorité, c'était des prêtres, mais il y avait quelques laïcs. Moi, je suis allé à l'école des religieuses. L'école apostolique, c'était des religieuses. Première partie du cours classique, c'était des frères, puis au séminaire, c'était des religieux. Quand j'arrive à l'université, c'était le recteur, c'était un prêtre aussi, Monseigneur Vachon à l'époque, qui est devenu évêque et cardinal de Québec. Donc, évidemment, on sait que à cette époque-là, c'était c'est encore pas tout à fait une théocratie, mais quand il était associé avec Duplessis, là, c'était une main de fer. C'est la morale religieuse qui contrôlait à peu près l'ensemble des grandes institutions québécoises. Donc, on était dans une période de transition où il y avait encore des vocations, mais la persévérance était assez lâche, là. Donc, les gens abandonnaient assez rapidement, même avant, de préférence avant d'être ordonnés, mais on sait qu'il y en a beaucoup qu'une fois ordonnés, ont découvert que c'était plus leur vocation, ont découvert l'amour, ils ont quitté, ils ont marié une sœur, souvent, on voit ça souvent des prêtres. Des prêtres, on disait défroqués à l'époque, qui ont marié une religieuse défroquée aussi. Donc, j'ai quitté le noviciat en avril 61. Pendant l'été, j'ai été moniteur au terrain de jeu parce que j'avais été dans les scouts. Ce que je n'ai pas mentionné à ce moment-là, on avait quand même un épisode de mon adolescence, entre 11 ans et 20 ans. J'ai été membre de 2 troupes scouts différentes. J'ai jamais été chef, mais j'ai été assistant-chef pendant longtemps, à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Évidemment, quand je suis parti j'ai quitté en 60, là, quand je suis parti au noviciat. Et puis, je suis retourné l'année suivante, en 61. J'ai travaillé à Arvida en 61. Donc, j'ai été participer quelques jours au camp parce que j'étais comme un retraité, mais comme un peu professeur associé. Là, j'étais encore scout associé à la troupe Saint-Jacques d'Arvida. Donc, on a eu des très, très beaux camps. C'est une période, des fois, je pense encore aujourd'hui, des fois, je regrette d'avoir arrêté le scoutisme. C'est un très beau temps de ma vie. On a fait des très, très beaux camps. Pas les premières années, parce qu'on ne choisissait pas le bon moment de l'année. À la fin d'août, au Saguenay, la température est souvent assez fraîche. On a connu des nuits, là. Mais quand on a mis le camp au mois de juillet, on avait des très beaux camps, du beau temps, de belles températures sur le bord des lacs. Puis, on va faire beaucoup d'activités. Donc, c'était des beaux temps de ma vie, ça, le scoutisme. Donc, je suis encore là un peu, peut-être un aspect de travailler pour l'autre, parce que j'étais quand même 5 ans assistant-chef. C'est moi qui, en fait, il y a un temps, comme on considérait que j'étais trop jeune pour prendre la relève, les 2 premiers chefs avaient quitté pour des études, entre autres. Et puis, j'avais peut-être 17-18 ans. Je suis encore là, c'est les curés qui me laissent. C'est l'aumônier qui a décidé que c'était pas moi qui serait chef. Même si un des précédents, il avait à peu près mon âge, j'avais 17-18 ans, il était aussi étudiant au séminaire, un gars d'Arvida. On a demandé à il s'appelle Marcel Tremblay, à quelqu'un qui ne connaissait rien au scoutisme, d'être chef. Mais dans le fond, c'est moi qui menais. C'est moi qui connaissais le scoutisme, ça avait 7-8 ans, puis c'est moi qui organisais les camps, c'est moi qui faisais les menus, c'est moi qui organisais les jeux, c'est moi qui étais trésorier. Donc, je faisais beaucoup. Mais c'était une école d'apprentissage extraordinaire. Peut-être aussi, une certaine aventure, évidemment, c'est pas les grands voyages, les pays étrangers, l'exotisme.
à tout craint, mais en même temps, je pense que ça a été peut-être une bonne école de formation aussi pour les terrains par la suite en anthropologie. Ben, déjà, je voyageais sur le pouce, par exemple. Je profitais de mon habit scout, ça prenait à l'époque. Aujourd'hui, tu essaies de voyager sur le pouce, il n'y a personne qui te prend. Surtout à l'époque, personne ne portait la barbe. Moi, j'ai commencé à porter la barbe dans les camps scouts. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'on ne prend pas des gens qui ont des barbes. Donc, mais j'ai fait pas mal de pouces dans la province, des fois pour aller dans des camps de formation, des fois pour faire... Donc, ça a été une très bonne école de formation pour la suite de ma vie. Donc, après ça, après être sorti du noviciat, il fallait choisir une autre profession, un autre métier, si on veut, une autre vocation, si on veut étirer le mot. Bon, là encore là, c'est quoi l'influence? C'est sûr que j'aurais pu, j'avais des très bonnes notes quand même au séminaire, j'étais parmi les premiers, sauf les dernières années, quand on avait des sciences, la philosophie, j'aimais moins ça. Moi, j'étais bon en lettres, les lettres français, latin, le grec, j'étais bon en lettres. Après ça, j'ai reculé un peu de quelques rangs quand on est arrivé dans les 2 dernières années en philosophie, sciences et on avait des cours essentiellement, c'était concentré sciences, donc physique, chimie, philosophie, c'est les cours qu'on avait dans les 2 dernières années de formation. Mais j'aurais pu aller dans n'importe où, là. J'aurais pu aller médecine, avocat, etc. Dans ma médecine très prestigieux, pas autant que la prêtrise à l'époque, là. Mais avocat aussi. Donc, évidemment, souvent, les élèves du séminaire, c'était des enfants dont le père était un médecin. C'est mon meilleur ami, Yvan Breton. Yvan Gagnon. Son père était un médecin. Il était 3 frères, qui étaient les 3 dans les scouts. Puis, il y en a 2 qui ont pris la médecine. La même chose, les avocats aussi, fils d'avocats. On avait une espèce de reproduction sociale là, qui se faisait à l'intérieur du séminaire. Mais pour envoyer les gens au séminaire, il fallait avoir un petit peu d'argent. Mais les parents n'étaient pas riches, mais ça ne coûtait pas très cher non plus. Puis s'il n'y avait pas d'argent, mais il y avait des subventions, des généreux donateurs là, qui permettaient, ceux qui se destinaient à la vocation, et on trouvait un généreux donateur là, pour y payer la scolarité au séminaire. Donc, pourquoi je suis allé en sciences sociales? Il n'y en avait pas tellement. Je me souviens bien, on a la prise de ruban qui avait choisi ces sciences sociales. Mais c'est probablement à cause de mon orientation vers la préoccupation des autres, des conditions sociales. Sciences sociales, je prenais sciences sociales d'abord, hein, parce que c'était pas... c'était une seule première année propédeutique. J'ai probablement déjà entendu ce mot-là, propédeutique. C'était une année de formation générale, un peu comme le noviciat pour les Pères Blancs. Il y avait la propédeutique en sciences sociales. Donc, on avait des cours d'introduction à différentes disciplines que tu pouvais choisir par la suite. Mais à l'époque, il y avait sociologie, sciences politiques, relations industrielles, et puis économique. Ces 4 disciplines-là. Plus tard, c'est ajouté la psychologie et l'anthropologie. Mais l'anthropologie n'était pas une option à ce moment-là. Donc, je me suis inscrit en sciences sociales, mais mon idée, c'était la sociologie. Dans un premier temps, la sociologie, puis quelque chose de très précis, comme, j'étais beaucoup impliqué dans les sports et les loisirs. Les loisirs à cause du centre de récréation qui était un centre de loisirs, devenu centre de loisirs par la suite, foyer des loisirs. C'était la sociologie des loisirs que je pensais. Et après l'année de propédeutique, là, il fallait choisir entre les 4 disciplines que je mentionnais. Donc, j'ai pris option sociologie. Puis à ce moment-là, l'option anthropologie à l'intérieur de la sociologie commençait. Mais il y avait juste Marc-Adélard Tremblay, là. C'était le seul au début là, qui enseignait depuis 1956. Il enseignait, à ma connaissance, il ne donnait pas de cours d'anthropologie, mais peut-être, est-ce qu'il donnait le cours de la parenté? Je ne me souviens même pas. Il le donnait en tout cas dans le cadre de l'anthropologie. Donc, parce que Montréal, le département se créait en même temps, Laval ne voulait pas rester en reste.
Delors, entre autres, était le promoteur. Donc, on va offrir à l'intérieur de la sociologie, donc très différent de la structure montréalaise. C'est des 4 grandes disciplines selon le modèle nord-américain: anthropologie physique biologique, archéologie préhistorique, ethnolinguistique, ethnologie, comme ils l'appellent souvent, anthropologie sociale, comme on l'appelle le plus chez nous et en France. Donc, à ce moment-là, l'option anthropologie c'est offerte, et c'est là que Renaud Santerre et d'autres, là, que je nommerai pas, 4 autres, là, ont commencé à faire une première promotion qui a terminé en 63. Moi, j'étais de la deuxième promotion en 65. Mais on pourrait dire que les cours d'anthropologie, à l'intérieur de tout ça, c'était un vernis, un certain vernis, parce que dans un premier temps, on faisait venir des professeurs de France. Il y avait un cours d'anthropologie physique avec Raoul Hartweg, en fait, qui était responsable, parce que je suis allé le visiter dans son laboratoire à Paris, au musée de l'Homme. Il était responsable des collections d'ossements. Donc, dans son laboratoire, il y avait des étages. Tous les ossements venaient de peu partout dans le monde, de différents. Donc, c'est beaucoup orienté sur les différences raciales, les différences physiques. Mais j'ai eu quand même l'occasion d'avoir une expérience de terrain avec lui chez les Inuits en 164. Ça. Donc, les premières années, mais je vais pourrais y revenir. Les premières années, on avait des professeurs européens, français, qui venaient donner des cours, un cours. Il y a eu sur l'Afrique, des cours sur l'Afrique, il y a eu sur l'Amérique latine. Est-ce qu'il y en a eu deux? Ah, puis on suivait aussi des cours pour boucher les trous. On avait aussi des cours en linguistique. 2 cours en linguistique. Un sur la phonétique, puis un autre, comment ça s'appelait? J'oublie le nom, je sais quel langage. Mais bêtement, je pense par erreur, on trouvait notre petit groupe que c'était pas pertinent pour notre formation d'anthropologue social. Fait qu'on a fait un peu la grève sur le tas. On a demandé au directeur du département, qui était Fernand Dumont à l'époque, de laisser tomber ces cours-là. Ah, c'est vrai, on a eu des cours en géographie aussi. Un cours, en tout cas, en géographie. Donc, tu sais, on avait un menu un peu éclaté. On allait chercher un petit peu partout. Ailleurs, évidemment, il y avait des cours en sociologie aussi, théorie sociologique, il y avait des cours sur la démographie, des cours sur l'urbanisme. Mais c'est une formation que je ne regrette pas, parce que, en plus de la formation propédeutique, on avait des cours en économique, en sciences politiques, philosophie politique, pas en relations industrielles, mais il y avait déjà le cours d'introduction des méthodes de recherche de Marc-Adélard Tremblay. Donc, le peu que je connais en théorie économique, en tout particulier, donc il reste toujours quelque chose qui nous permet de comprendre des choses qu'on comprend moins si on n'a pas lu ou si on n'a pas la formation. Donc, une formation relativement générale, là, mais où déjà, avec Marc-Adélard Tremblay, le terrain était valorisé. Marc-Adélard Tremblay, c'est quand même un homme de terrain dans les premières années de sa carrière, là, aux États-Unis, chez les Navajos, beaucoup en Nouvelle-Écosse, là, dans le comté de Digby, qu'on appelle aussi la baie Sainte-Marie ou la baie française, où il a fait son doctorat. Donc, dès la première année, en 61, non, en 62, excusez. En 61, je suis revenu de chez les pères, donc j'étais directeur du terrain de jeu. En 62, dès 62, donc j'avais juste une expérience de formation de base, là, propédeutique. Mais on faisait un travail assez long de recherche dans le cas de Marc-Adélard, puis je pense qu'il avait apprécié. On faisait ça à deux. Je pense qu'il avait apprécié le rapport de recherche qu'on avait fait. Donc, il m'a offert il m'a offert, pas lui directement, mais Marc-Adélard Tremblay, il a eu bien des marrons au feu, puis il a été sur bien des comités de tout ça. À l'époque, il était conseiller scientifique pour un organisme qui s'appelle l'OPTAT, l'Office de prévention de l'alcoolisme et toxicomanie.
Et ça se venait de se mettre sur pied. C'est des deux sociologues qui étaient à la tête de ça, dont Laforêt, je ne me souviens plus de son premier nom, là, qui est décédé maintenant, qui était directeur de l'OPTAT. Et déjà, il lançait des enquêtes de terrain pour aller cueillir des données sur l'alcoolisme, mais des fois, c'est l'abus d'alcool. Parce que les gens mélangent souvent l'abus d'alcool puis l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est une maladie. Il doit y avoir des gros buveurs, mais ce ne sont pas nécessairement des alcooliques. Donc, on m'avait donné un contrat pour aller travailler à Arvida, donc ma ville d'origine, qui avait été déjà ciblée par l'OPTAT, parce qu'il y avait là un service qui s'occupait moi je les appelle des travailleurs buveurs, pas nécessairement alcooliques, mais des gens qui avaient certains problèmes d'alcool, dont l'absentéisme.